Bien le bonsoir à toi, cher spectateur. Et petite nouveauté cette année, parce que vous vous en doutez au vu de ma tenue, je devrais vous faire les Oscars, mais cette année j'ai aussi envie de faire les Césars. Donc, pronostic César 2025. Et oui, parce que dans un peu moins d'une semaine va se tenir la cérémonie des Césars. La cérémonie des Césars, je pense que ça en intéresse beaucoup moins parmi vous que les Oscars, mais j'avais quand même envie d'essayer l'exercice du pronostic pour cette cérémonie-là, qui est un petit peu plus complexe, je trouve, à aborder que la cérémonie des Oscars. Parce qu'autant les Oscars, c'est assez simple de trouver des pronostics qui sont à peu près cohérents entre ce qu'on veut et ce que veut l'Académie, autant l'Académie des Césars, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est-à-dire que c'est facile d'avoir des pronostics perso, mais le résultat final est souvent décontenançant. Et je suis à peine dans un tout petit chouïa de réflexion parce que il y a eu des années quand même où on s'attendait à voir des Céline Sciamma repartir avec le prix de la meilleure réalisatrice et où on avait à la place des Roman Polanski. Voilà pourquoi je trouve que parfois les Césars c'est très surprenant. À partir de là, je vous propose qu'on plonge dans les pronostics des Césars 2025 et que l'on commence par celui du meilleur film étranger. Alors pour ce qui est du meilleur film étranger, de mon côté, pour l'affront du fait qu'il ne soit quasiment nommé dans aucune autre catégorie, parce qu'il est nommé que dans celle-là, je le donnerai à The Substance. Parce que quand même Coralie Farja. Et je trouve qu'il faut la récompenser. Et honnêtement, je trouve ça débile, pardon du terme, qu'elle soit même pas nommée dans la catégorie meilleure réalisatrice. Parce que à partir de là, comprends pas, elle est française, elle a réalisé un film, elle l'a produit en plus, la majorité de l'équipe est française, certes, c'est coproduit avec 2 Anglais, mais quand même, pour moi je trouve ça dommage. Et par contre, je pense que l'Académie va clairement le donner aux Graines du Figuier Sauvage. Le choix ne me surprend pas, je trouve ça cohérent, le cinéma français aime bien récompenser des films qui sont très engagés politiquement, donc moi je trouverais ça cool que ce soit Coralie Farja qui reparte pour The Substance, mais voilà, on va pas se mentir, Les Graines du Figuier Sauvage, c'est quasiment sûr qu'il va repartir avec la statuette du meilleur film étranger. Ça me semble être une évidence, même si pour moi, voilà, à un moment, si on a des réalisatrices françaises qui font des films, mais qu'on choisit de pas les nommer dans la catégorie de la meilleure réalisation, c'est un petit peu dommage. Bref, c'est juste un avis perso. Passons à la catégorie suivante, celle du meilleur premier film. Alors pour ce qui est du meilleur premier film, personnellement, je pense que l'Académie va le donner à 20 dieux. Louise Courvoisier a vraiment réussi à emporter tout le monde dans son mouvement. Ça me semble un petit peu évident qu'elle va repartir avec la statuette du meilleur premier film. Et en plus, moi je trouve que ça serait totalement mérité. Mais personnellement, j'aimerais bien que ça soit Les Fantômes de Jonathan Millet. Parce que je trouve que le propos est très fort, très intense, très juste, maîtrisé. Les deux se valent, hein, honnêtement. Là, pour cette catégorie, j'ai un peu fait les deux choix du cœur, même s'il y en a un qui me semble plus cohérent pour l'Académie et l'autre qui me semble plus cohérent pour moi-même. Mais les deux sont hyper cohérents. Hein. Je pense très clairement que peu importe le prix, ça semblera évident que ça soit un de ces deux-là. Je vois mal Artus repartir avec la statuette du meilleur premier film pour un petit truc en plus, même si, voilà, il a eu un succès public, mais je vois mal l'Académie lui donner. Ça pourrait être la surprise, hein. Ça serait à peine étonnant que l'Académie décide de faire un grand coup de théâtre, etc. Mais ça me semble vraiment surprenant. L'Académie va le donner à 20 dieux, selon moi, mais j'aimerais bien que ce soit Les Fantômes qui l'emportent, parce que tout de même, ce film, c'est une petite pépite. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille fortement de le regarder. Passons à la catégorie suivante, qui est celle du meilleur documentaire.
Alors, en ce qui concerne meilleur documentaire, de mon côté, j'aimerais bien que ça soit Ernest Cole de Raoul Peck qui remporte le prix. Parce que j'aime beaucoup ce film, je trouve le propos très fort, je trouve la forme très évocatrice, et je trouve le message aussi qui est véhiculé par le biais du parcours de cet homme assez atypique au sein du monde de la photographie, assez génial. Mais, vu l'actualité bouillonnante dans laquelle nous sommes, ça ne me surprendrait pas que l'Académie le donne à La Belle de Gaza de Yolande Zoberman. Le film étant brillant sur de nombreux aspects, peut-être un poil longué, mais comme j'ai pu l'évoquer dans la vidéo, le propos et le message qui est véhiculé est tellement fort que je pense que très clairement, au vu de ce qui se passe en ce moment dans le monde, c'est La Belle de Gaza qui va l'emporter. Après, encore une fois, je reste sur le fait que Ernest Cole est un très beau documentaire, passionnant et prenant, et que pour moi, il mériterait la statuette. Mais voilà, La Belle de Gaza de Yolande Zoberman, ça me semble un petit peu évident que c'est ce film qui va repartir avec la statuette du meilleur documentaire. Passons à la catégorie suivante, qui est celle du meilleur film d'animation. Meilleur film d'animation. Alors, personnellement, vous vous en doutez si vous avez vu mon classement de l'année dernière, je le donnerai à La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius, parce que ce film est exceptionnel, il véhicule énormément de choses, un message hyper impactant, pour moi ça serait largement mérité. Mais Ghins Balodis va certainement s'emparer de la statuette parce que je pense que l'Académie va clairement le donner à Flow. Flow est un film exceptionnel. Ça serait plus pour la performance esthétique, je pense, que le César lui serait remis. Après, voilà. En fait, les deux films se valent. C'est juste que j'ai forcément une préférence pour La plus précieuse des marchandises parce que c'est mon film préféré de l'année dernière. Donc forcément, à partir de là, je ne suis pas très objectif quant à ce que je suis supposé vous donner ici. Mais c'est le but, entre guillemets. Mais voilà, Flow, ça serait largement mérité aussi parce que Ghins Balodis, ça fait un travail pharaonique sur ce long métrage, propose une épopée qui est juste exceptionnelle en termes d'esthétique et en termes juste de sensations pures. Après voilà, pour moi le message que véhicule La plus précieuse des marchandises combiné à l'esthétique globale du film fait qu'il est un petit cran au-dessus. Les deux, ça serait largement mérité, que ce soit pour l'Académie Flow ou que ce soit pour moi La plus précieuse des marchandises, ça serait purement logique. Passons au César suivant qui est celui des meilleurs effets visuels. Bon, là je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un énorme débat. Le Comte de Monte Cristo va remporter le César des meilleurs effets visuels. Académie ou moi, ça semble être une évidence, mais purement, c'est là, c'est normal, c'est cohérent. Je veux dire, vu l'ampleur du film, vu la globalité du long métrage, vu ce qu'il nous propose, vu la densité de ce qu'il a à l'écran, c'est obligatoire que ça va être le Comte de Monte Cristo. Ça me semblerait bizarre que ce soit un des autres films qui est nommé dans cette catégorie parce que ils sont bien, mais niveau effet visuel, c'est pas non plus exceptionnel. Ça ressort, ça sent, c'est impactant, mais c'est pas à la hauteur du Comte de Monte Cristo, donc clairement, les meilleurs effets visuels, ça sera le Comte de Monte Cristo. Passons maintenant au meilleur décor. Bon, on va enchaîner, hein, ça va être un peu la même chose. Meilleur décor, Comte de Monte Cristo, pas vraiment de questionnement. C'est le film qui va remporter tous les Césars techniques, entre guillemets, je pense, le Comte de Monte Cristo. Il va pas vraiment y avoir de débat quant à ce que les autres films proposent ou l'ampleur dramatique qu'ils ont, voilà. Tout ce qui est dans cette catégorie un petit peu technique, ça semble évident que ça va être le Comte de Monte Cristo qui va repartir avec, parce que le Comte de Monte Cristo, il propose quelque chose de tellement fou, de tellement impressionnant et de tellement surdimensionné. Voilà, c'est évident que meilleur décor, ça va être le Comte de Monte Cristo, donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de questionnement, c'est évident, que ce soit l'Académie ou moi, c'est le Comte de Monte Cristo. Passons au meilleur costume. Bon, on refait la même, Comte de Monte Cristo.
pas forcément trop en faire trop, je vais pas forcément tergiverser dessus. C'est la même raison que pour les décors, que pour les effets visuels, c'est le film technique de l'année. Et franchement, là-dessus, le film est splendide, a une dimension visuelle, esthétique, et je veux dire, ses costumes sont vraiment merveilleux à regarder. Voilà, il n'y a pas de débat, en fait. Ça semble évident. En plus, quand on voit les concurrents en face, on se dit... Quoi ? Oui, si tu veux, mêler, mais ça n'a pas vraiment de cohérence. Donc voilà, c'est évident que ça va être le Comte de Monte Cristo qui va repartir avec le meilleur costume. Passons maintenant à la meilleure photographie. Alors la meilleure photo. Bon, là on commence à rentrer dans les Césars techniques où je vais mettre un petit peu mon droit de veto. Perso, je le donnerai à l'Amourouf. Parce que je trouve que l'Amourouf est vraiment impressionnant en termes de visuel. Il y a une sensation et une esthétique au niveau de la photographie qui, je trouve, est parfaitement maîtrisée et donne vraiment de l'ampleur au récit. Donc moi, je le donnerai à l'Amourouf. Mais, c'est ce que j'ai dit juste avant, les Césars techniques, Comte de Monte Cristo, ça semble un petit peu normal que l'Académie lui donne parce que je pense très sincèrement en fait que, selon moi, l'Académie va donner toute la technique au Comte de Monte Cristo et va donner l'artistique, entre guillemets, ou on va dire le plus personnel, à d'autres longs métrages. Donc, je pars du principe que niveau technique, ça va être le Comte de Monte Cristo, donc l'Académie va le donner au Comte de Monte Cristo. Après, moi je trouve la photo de l'Amourouf beaucoup plus expérimentale, ou en tout cas plus intense en termes de ressenti, que celle du Comte de Monte Cristo, qui est dans une ampleur et une puissance qui est certes hyper impactante, mais qui m'a moins marqué, même si le film est plus resté dans ma tête que l'Amourouf. Et ça fait que c'est pour ça que, selon moi, l'Académie va le donner au Comte de Monte Cristo, mais que moi, je le donnerai à l'Amourouf. Passons au meilleur montage. Alors, meilleur montage, c'est peut-être la seule catégorie où je vais un petit peu tergiverser. De mon côté, je le donnerai à l'Amourouf. Parce que je trouve que l'Amourouf est réellement impressionnant en termes de montage. Mais, je pense que l'Académie va le donner à Emilia Pérez. Parce que le montage est hyper important, je trouve, dans le timing d'une comédie musicale. Et là, honnêtement, le montage de Emilia Pérez est très impressionnant. Et je pense que c'est ça qui va être retenu quant au prix qui va être donné ici. Mais l'Amourouf parvient à équilibrer très justement son récit, malgré une densité dramatique qui pourrait faire en sorte que le montage se perde un petit peu au fur et à mesure qu'on avance. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas et du coup, vraiment, je trouve que ce film est d'une maîtrise absolument folle et nous entraîne au fur et à mesure que son récit avance avec une telle logique et une telle intensité que ça ne peut que rester en tête. Donc, clairement, selon moi, l'Académie va le donner à Emilia Pérez, mais j'aimerais bien que ça parte à l'Amourouf. Ça serait très largement mérité comme prix. Passons maintenant à la meilleure musique. Alors, meilleure musique. De mon côté, j'aimerais bien que ce soit Jérôme Robotier qui soit récompensé pour la musique du Comte de Monte Cristo. Celle-ci est vraiment splendide. Il y a des envolées, il y a une intensité. Je vais redire un petit peu ce qu'avait dit Guillaume dans son top thème de l'année 2024. Il avait réussi à dire que ce film, cette musique le projetait dans le film. Et faisait qu'il retrouvait l'ambiance d'un long métrage. Voilà. C'est pour ça que moi, ça devrait être cette bande originale qui devrait être récompensée, parce que clairement, elle est fantastique. Mais, comédie musicale oblige, le travail de Clément Ducol et Camille sur Emilia Pérez est tellement impressionnant, tellement puissant et tellement juste que je pense clairement que l'Académie va le donner pour Emilia Pérez. Voilà, encore une fois, c'est du cœur et de la logique. C'est-à-dire que du cœur, moi je pense vraiment que le Comte de Monte Cristo devrait repartir avec meilleure musique originale, mais
je comprendrais que l'Académie préfère le donner à Emilia Pérez, parce que d'un côté, on a une musique qui est plus classique, mais qui arrive à donner de l'envolée dramatique à son récit, et de l'autre côté, on a une musique qui est littéralement là pour accompagner le récit, et pour lui donner une nouvelle dimension de lecture. Donc chacun à sa manière participe en fait à l'accompagnement du long métrage au fur et à mesure de son avancée. Mais voilà, il y en a un, ça me semble cohérent parce que dans l'univers du film, il fonctionne très bien. Il y en a un autre, ça me semble cohérent parce que dans l'univers du film, il accompagne super bien le long métrage et lui donne une nouvelle dimension. Voilà, c'est pour ça. D'un côté, le Comte de Monte Cristo, de l'autre, Emilia Pérez. Passons maintenant à la meilleure adaptation. En termes d'adaptation, alors, clairement, j'ai pas d'objectivité, mais Michel Zanavicius et Jean-Claude Grimbert ont réussi à faire un truc fantastique avec La plus précieuse des marchandises. Donc même si je sais que derrière, il y a le travail d'adaptation phénoménal sur le Comte de Monte Cristo qui a été fait par De la Patelière et de la Porte, le cœur m'emmène vers La plus précieuse des marchandises. Mais après, il y a Emilia Pérez et Jacques Audiard, bah, alors, c'est surprenant, mais voilà, c'est un matériau qui a été adapté, réadapté et réadapté. Mais voilà, je trouve qu'en termes d'adaptation, ça reste quand même très impressionnant ce qu'il a fait sur Emilia Pérez. Donc je pense que l'Académie va lui donner, mais pour moi, ça sera La plus précieuse des marchandises. Mais je suis pas objectif, je vous l'ai dit, c'est mon film préféré de l'année dernière. Donc comment vous voulez que je prenne du recul sur un long métrage qui, pour moi, aurait dû être nommé dans la catégorie meilleur film? Voilà, à partir de là, il n'y a pas d'objectivité. Mais voilà, selon moi, ça devrait être La plus précieuse des marchandises. Selon l'Académie, ça sera Emilia Pérez qui va repartir avec la meilleure adaptation. Passons maintenant au meilleur scénario original. En termes de meilleur scénario original, alors, j'aimerais que ça soit Lochgin et Agut qui soient récompensés pour l'histoire de Suleiman. Parce que je trouve le scénario hyper bien écrit, avec une base simple, mais une efficacité redoutable. Et honnêtement, ça serait largement mérité. Mais j'ai une petite voix dans ma tête qui me donne envie de croire que l'Académie va le donner à Borgo de Stéphane Demoustier. Je sais pas pourquoi. Ne me demandez pas, hein. Mais quand j'ai vu la liste, dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre, mais je suis persuadé que l'Académie va le donner à Borgo. Est-ce que c'est parce que le film résonne quant à l'actualité qu'il véhicule? Est-ce que c'est parce que le récit semble avoir plusieurs strates d'interprétation qui font que je me dis que ça semble cohérent? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est parce que je crois qu'il avait gagné aussi le César pour La jeune fille au bracelet? J'ai pas de logique, mais je vous avoue que dans ma tête, ça semblait cohérent que l'Académie le donne à Borgo, mais selon moi, ça devrait être l'histoire de Suleiman, clairement et indéniablement. C'est un très grand film, c'est parfaitement maîtrisé, c'est puissant, c'est intense, et pareil, portée politique et portée sociale, là-dessus, on coche toutes les cases. Donc, de mon côté, l'histoire de Suleiman, du côté de l'Académie, ça sera Borgo. Passons maintenant au César du meilleur réalisateur, puisqu'il n'y a pas une seule femme dans cette catégorie cette année. Alors, meilleur réalisateur, c'est simple. Pour moi, c'est De la Porte et de la Patelière pour le Comte de Monte Cristo. Pour l'Académie, c'est Audiard pour Emilia Pérez. Ça me semble cohérent. Parce que je trouve que les autres font un peu hors catégorie. Les autres, ils ont des longs métrages qui sont soit trop perchés, soit trop classiques, soit expérimentaux, et je pense que du coup, ça va sembler décalé par rapport à ce que recherche l'Académie. Donc en fait, ces deux-là, ces trois-là, du coup, me semblent particulièrement cohérents par rapport à ce qui pourrait être remis comme prix cette année. Donc, de mon côté, c'est De la Porte et de la Patelière. Du côté de l'Académie, c'est Audiard, ça semble évident. Ça sera forcément un de ces trois-là, hein, c'est sûr. Je vois pas vraiment comment les autres pourraient tirer leur épingle du jeu, ou ça me semblerait vraiment bizarre, ou ça serait genre l'Académie veut absolument récompenser un film qui soit hors des cases. Je sais pas, honnêtement, ça me semblerait surprenant que ça soit un des trois autres choix. Mais voilà, selon moi, ça sera De la Porte ou De la Patelière, et selon l'Académie, ça sera ce cher Audiard. Passons maintenant à la meilleure actrice dans un second rôle.
Alors, en termes de meilleure actrice dans un second rôle, perso, je le donnerais à Catherine Fro pour Miséricorde. Je sais, le choix va vous sembler perché. Mais j'ai beaucoup aimé son interprétation dans le film d'Alain Guiraudy. Le film, j'ai mes réserves dessus. Je le trouve barré, je le trouve perché, je le trouve pas forcément très équilibré dans ce qu'il veut véhiculer, mais l'ambiance globale, je trouve, est portée en grande partie par Catherine Fro. C'est le seul prix que je donne d'ailleurs à Miséricorde de toute la cérémonie. Ça me surprendrait que l'Académie donne plus, mais voilà. Mais je pense que l'Académie va le donner à Élodie Bouchèze pour L'amour ouf, parce que dedans, elle est hyper impactante. Le film marche parce que la relation que celle-ci entretient avec François Civil est particulièrement juste et émouvante. Donc je pense que c'est ça qui va la porter et qui va faire qu'elle va repartir avec le prix de la meilleure actrice dans un second rôle. Mais selon moi, Catherine Fro pour Miséricorde, ça serait largement mérité. Elle est fantastique dans le film, elle arrive à avoir un ton un peu décalé, un peu perché et un peu déjanté, ça fonctionne très bien. Donc voilà, pour moi ce sera Catherine Fro, pour l'Académie ce sera Élodie Bouchèze. Passons maintenant au meilleur acteur dans un second rôle. Là, il n'y a pas vraiment de débat. Meilleur acteur dans un second rôle, l'Académie ou moi, Alain Chabat. Si c'est quelqu'un d'autre, je pète un scandale, clairement. Parce que les autres acteurs qui sont nommés dans cette catégorie sont bien, sont même très bien. Mais, Alain Chabat, franchement, dans le film, il est merveilleux, fantastique, impactant. Il joue sur plein de cordes, touchant, attachant, déchirant, puissant. Il est juste parfait. Donc moi, s'il l'a pas, je pète un câble, clairement. Parce que selon moi ou l'Académie, c'est évident qu'il va repartir à Alain Chabat. Il n'y a pas vraiment de doute là-dessus. Passons maintenant à la meilleure révélation féminine. En termes de révélation féminine, pour moi, Maïwenn Barthélemy dans 20 dieux. Celle-ci est fantastique, arrive à interpréter un personnage qui je trouve est très juste, très simple, très impactant. Elle m'a beaucoup marqué, moi c'est pour ça que je la retiens. Selon l'Académie, je pense que ça va être Malou Kébizi pour Diamant Brut. Pareil, hyper impactante, hyper impressionnante, peut-être un poil trop caricatural, mais c'est le personnage aussi qui veut ça. Mais littéralement, disons que sur l'un, l'actrice est plus en second plan, alors que Diamant Brut, Malou Kébizi, elle porte littéralement tout le long métrage sur ses épaules. Elle n'est pas une seule seconde en dehors du cadre de la réalisatrice. Donc ça me semblerait hyper cohérent qu'elle reparte avec le prix. Mais Maïwenn Barthélemy, dans 20 dieux, elle est merveilleuse cette actrice. Et je la trouve hyper touchante, hyper juste, hyper simple, grande sobriété. Moi ça m'a beaucoup marqué. Donc voilà, ça a forcément joué entre une de ces deux-là. Mais d'un côté, pour moi, c'est Maïwenn Barthélemy. Pour l'Académie, c'est Malou Kébizi. Passons maintenant à la meilleure révélation masculine. Meilleure révélation masculine. Alors, selon moi, Adam Bessa est vraiment fantastique dans Les Fantômes de Jonathan Millet. Il m'a retourné, je trouve l'acteur exceptionnel, et vraiment il est hyper impactant. Mais, vous avez Abou Sangaré, l'acteur de l'histoire de Souleymane. Et vu le parcours qu'il a connu, je pense clairement que l'Académie va lui donner. Ça semblerait hyper logique, ça serait une espèce de rêve français poussé jusqu'au bout, vu toute l'histoire qu'a connue cet acteur. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il reparte avec le prix de la meilleure révélation masculine. Très clairement, ça serait mérité. Mais Adam Bessa est juste vraiment hallucinant dans Les Fantômes. Mais en fait, on est sur deux films où les deux acteurs portent totalement le long métrage sur leurs épaules. Donc en fait, que ce soit l'un ou l'autre, les deux me semblent hyper cohérents. Et je ne serais pas surpris que ce soit ces deux-là qui repartent avec les prix. Mais de mon côté, Adam Bessa devra partir avec le prix. Mais Abou Sangaré est juste... voilà. Ça semblerait cohérent, donc voilà, les deux c'est hyper logique. Passons maintenant à la meilleure actrice.
Alors, meilleure actrice, c'est très simple, c'est le même film. Mais, pour moi, il y en a une qui l'emporte sur l'autre. Alors, moi, j'aimerais que ça soit Zoé Saldana. Parce que pour moi, Zoé Saldana, elle porte totalement le long métrage sur ses épaules pour Emilia Pérez. Mais la performance hyper marquante de Carla Sofia Gascon, dans Emilia Pérez également, est tout aussi impressionnante. Donc, je mets un petit peu mon joker sur les deux. Selon moi, ça va être Zoé Saldana. Selon l'Académie, ça sera Carla Sofia Gascon. Dans les deux cas, je serais heureux. Mais j'aurais une préférence pour Zoé Saldana parce que je trouve l'actrice, mais elle est juste stratosphérique dans sa manière de porter cette avocate qui vrille du jour au lendemain. Enfin, et puis même niveau performance musicale, il y a des scènes qu'elle arrive à emmener elle mal. La musique, elle est folle parce que sa performance, elle est physique, elle est là, elle est impressionnante, enfin ça marque. Donc voilà, ça sera forcément une de ces deux-là pour Emilia Pérez, mais voilà, selon moi, ça sera Zoé Saldana, selon l'Académie, ça sera Carla Sofia Gascon. Passons maintenant au meilleur acteur. Alors, meilleur acteur, j'aurais tendance à croire que l'Académie va se pencher sur le choix qui serait pas le plus évident. Pour moi, Pierre Niney va repartir avec la statuette pour le Comte de Monte Cristo, parce qu'il porte 3 heures de film. Et qu'en plus, sa performance elle est juste phénoménale, parce que vu tout ce qu'il traverse, voilà. Mais j'aurais tendance à croire que l'Académie va préférer se pencher sur un rôle qui rend hommage à une grande figure de la musique française, et que du coup, ce serait Tahar Rahim qui va repartir avec pour Monsieur Aznavour. Alors, dans les deux cas, les deux primes vont à peu près, parce que les deux, ils ont déjà été récompensés par la statuette du meilleur acteur. Et honnêtement, quand je regarde les autres acteurs, ils font pour moi un petit peu office de hors catégorie. Ils sont bons, ils sont même très bons pour certains, mais ils sont pas au même niveau que les deux là. Clairement pas. Donc pour moi, c'est Pierre Niney. Pour l'Académie, ça sera Tahar Rahim. Les deux cas, je serais content, même si de mon côté, Pierre Niney, ça semble un peu plus évident que Tahar Rahim, même si Tahar Rahim a quand même une performance physique qui est assez hallucinante dans le rôle d'Aznavour, il a vraiment réussi à se fondre dans la peau, mais Pierre Niney, lui, il voyage tellement loin avec ce personnage que je ne peux que saluer cette performance-là. Donc ça me semble un petit peu évident pour ces deux-là. Et passons à la dernière catégorie, celle du meilleur film. Alors, meilleur film, c'est simple. Pour moi, c'est Le Comte de Monte Cristo. Pour l'Académie, c'est Emilia Pérez. Malgré toutes les polémiques, malgré tous les problèmes qu'il y a eu dernièrement avec le film, malgré tout ce qu'on peut avoir à redire dessus, ça me semble cohérent qu'Emilia Pérez reçoive le prix par l'Académie. Mais, selon moi, entre les deux, il n'y a pas photo, c'est Le Comte de Monte Cristo. Parce que Le Comte de Monte Cristo, c'est un film qui est fort, qui est juste, qui nous fait voyager, qui nous fait traverser énormément d'émotions, et qui nous reste en tête à la fin de la séance. Je dis pas que c'est pas le cas pour Emilia Pérez, c'est clairement le cas pour Emilia Pérez. Mais j'ai une préférence pour Le Comte de Monte Cristo. Mais après, Emilia Pérez, ça serait aussi largement mérité. Parce qu'il y a une portée, il y a un message, il y a une forme, il y a une intensité, il y a une justesse de composition qui est vraiment hallucinante. Le fait que ce soit une comédie musicale en plus au sein du paysage français, ça fait tellement atypique et détonnant. Pour tout ça, ça serait largement mérité que Emilia Pérez reparte avec le prix. Mais j'ai envie que ça soit Le Comte de Monte Cristo. J'y crois. Je suis persuadé que ça va être Le Comte de Monte Cristo. D'après, on n'est pas loin que les Césars nous refassent une... je sais pas, ils vont nous refaire un truc de nulle part. Tu vas voir que ça... Allez, vas-y, juste pour rigoler. Tu vas voir qu'ils vont le filer à Alain Guiraudy pour Miséricorde. Et on va tous se taper le crâne, on va se dire « Quoi ? Alain Guiraudy ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Ça me surprendrait pas, je trouverais ça drôle, on verra si ça sera le cas. J'espère que ça sera pas le cas, mais on verra si ça sera le cas et ça me ferait beaucoup rire. Mais voilà, selon moi, ça sera Le Comte de Monte Cristo, selon l'Académie, ça sera Emilia Pérez pour le meilleur film. Moi voilà, nous avons traversé les différentes nominations pour cette cérémonie 2025 des Césars. On verra ce que ça donnera vendredi de la semaine prochaine, du coup. Pour vous dire, je vais même pas regarder la cérémonie parce que j'ai déjà un truc de prévu ce soir-là. Donc du coup, je découvrirai les résultats après. Je pense qu'on va être surpris. Encore une fois, le cinéma français va nous montrer que l'année 2024 a été très éclectique et est parti dans tous les sens, mais de la bonne manière.
Et j'espère que c'est ce qui ressortira de cette cérémonie. J'espère que ça va pas être que un seul film qui va être récompensé ou qu'on va unanimement saluer un seul ou deux longs métrages. Mais j'espère qu'il va vraiment y avoir une envie de récompenser beaucoup de choses, de récompenser beaucoup de partis pris et de récompenser beaucoup d'auteurs et d'autrices qui sont partis vraiment dans des directions surprenantes et qui ont osé au sein du cinéma français. Donc voilà, avec tout ça en tête, je vais vous dire de regarder des films parce que c'est bien de regarder des films et je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour faire les Oscars. Parce que oui, après les Césars, c'est les Oscars. A plus!